10 euros offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Quand je vois le PSG faire ça, j'ai envie de dire une dinguerie. Mais comme je l'ai dit dans la preview et je le redis ici, ce match contre l'Atalanta, il était très intéressant. On va l'analyser. Première nuance. Malgré le très très gros match de Kfara, peut-être il faut s'emballer là-dessus. Première nuance, c'était que l'Atalanta en face. Et cet Atalanta d'Ivan Juric 2025-2026, je vais prendre un gros risque et dire que ce ne sera pas l'Atalanta de Gasperini 23-24 ou 19-20. Première chose. Deuxième chose, une saison c'est très très long. Et pareil, chaque année, on le rappelle sur la chaîne, il n'y a aucun trophée que tu peux gagner en septembre, octobre, novembre. Peut-être il y en a un mineur dans d'autres ligues. Pas chez nous, pas en Europe, pas les gros. Les trophées, c'est au printemps. Tu peux faire le pire septembre de l'histoire. Tu peux être peu convaincant, en tout cas aux yeux des observateurs à l'époque. On se souvient, cette première journée contre Girona, le PSV Eindhoven. Il y a juste à regarder la campagne de Champions du Paris Saint-Germain 24-25 pour avoir un bon rappel d'à quel point les enseignements de l'automne, fin de l'été, sont peu importants. Troisième chose, prédire un titre, et surtout un titre de Champions, encore plus aussitôt, on va pas se mentir, c'est une entreprise un peu absurde, parce qu'il y a juste trop de concurrents. Le niveau en Champions, il est très élevé, et cette année peut-être particulièrement. Aujourd'hui, Winamax donne 4 équipes favorites cotées à 7. Arsenal, le Barça, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que si Winamax, les bookmakers, veulent gagner de l'argent sur ce pari, il faut que même par exemple le Barça à 7, ça veut dire en gros que pour eux, il y a moins d'une chance sur 7 qu'ils aillent au bout. Sinon, ils ne feraient pas d'argent sur ce pari-là. Même les favoris ultimes, donc, apparemment, ont moins d'une chance sur 7 de remporter la Champions. C'est la nature de ce sport, c'est la nature de cette compétition. Même le Barça de Guardiola, la meilleure équipe de l'ère moderne, portée par le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur milieu de terrain de l'histoire, le meilleur coach du 21e siècle, même eux, ils n'ont jamais gagné la LDC 2 fois d'affilée. En 4 ans, ils la gagnent 2 fois, c'est énorme, mais jamais 2 fois d'affilée. Les dynasties en Champions, on a le Real de Zidane 16, 17, 18. Avant ça, il faut remonter à il y a 35 ans pour voir une équipe, l'AC Milan de la fin des années 80, remporter 2 fois d'affilée la C1. C'est rarissime les dynasties en LDC. Prédire un titre, c'est difficile. Donc non, je ne vais pas dire aujourd'hui, j'en ai vu assez. Le 30 mai prochain, c'est sûr, Paris prendra sa 2e étoile à Budapest. Ce que je vais dire toutefois, c'est que cette saison, pour l'instant, ils sont mes favoris. Et alors, peut-être que c'est pas dingue de dire ça. Merci Willou. Les champions d'Europe en titre sont tes favoris pour la Champions. Incroyable. Quelle prise de risque. Et j'avoue, peut-être ça vaut pas grand-chose de dire ça. Peut-être cette vidéo sert à rien. Peut-être bonne journée et rendez-vous ce soir pour le débrief de City-Naples. Toutefois, cette année, on a quand même un Barça qui vit une nouvelle génération dorée. Lamine Yamal à 18 ans, Paco Barcia à 18 ans, Marc Bernal, attention à lui, qui fait son retour de blessure, qui je pense est un joueur très très intéressant à suivre cette saison, a que 18 ans. Si on considère Gavi, c'est 21, Baldé, 21, Casado, 22, Fermin, 22, Pedri, 22. Ils sont tellement jeunes, ils étaient la 2e équipe la plus jeune de Champions l'année dernière. Il y en avait juste une plus jeune, on sait qui c'était. Liverpool vient de claquer 500 millions d'euros en un été. Ils sont déjà champions d'Angleterre en titre et ils sont désormais galactiques. T'ajoutes à eux le sorcier slot, le sorcier flic, la compétition elle est rude, et même si Liverpool a dépensé 500 millions cet été, c'est pas eux qui ont la balance de transfert la plus lourde, bien sûr, on le sait, c'est les copains d'Arsenal, qui ont construit cet été avec, en vendant quasiment personne et en recrutant pour quoi, 300, 350, ils ont construit peut-être l'effectif le plus profond d'Europe, où tous les postes sont doublés, et avec la flexibilité positionnelle de ces gars, qui a été à la fois formé et recruté, leur flexibilité positionnelle fait que les postes sont quasiment triplés de partout, avec des très très bons joueurs. La concurrence, elle est rude. T'ajoutes à ça, à ce top 4, le Real, parce que c'est le Real. S'ils se mettent à presser, comme ce que j'ai vu notamment en première mi-temps contre l'OM, peut-être qu'ils seront dans la conversation. T'ajoutes à ça, à Manchester City, ils ont Pep, et ils retrouvent leur ballon d'or en titre. Attention à eux. Et le Bayern aussi avance masqué. Ce Bayern en 2 de Vincent Kompany,
que j'aime bien, qui a quelques faiblesses encore, mais très convaincant, j'ai trouvé hier contre Chelsea. Attention. Et puis après, chaque année en Champions, il y a des surprises. Qui sera, je sais pas, le Chelsea 2021 que personne ne voyait aller au bout? Qui sera, même si on regarde les finalistes, le Dortmund 24, le City, l'Inter 25 ou 23, encore plus en 23, mais même en 25, en huitième de finale, personne ne les voyait aller en finale. Qui sera le Tottenham de 2019? Chaque année, ou presque, il y a des surprises en Champions. Qui seront ces équipes-là? Et peut-être le Chelsea de 25-26, peut-être. Attention à ce Napoli, moi il m'intéresse bien, on verra ce soir. Attention peut-être au Tottenham de Thomas Frank, en Supercoupe d'Europe on les a vus intéressants, sur les premiers matchs on a vu des bonnes choses. Peut-être attention à l'Atleti, je sais pas, à la Juve. Est-ce qu'une de ces équipes-là peut se glisser dans le top 4, éliminer un gros, comme ça arrive en vrai chaque année? Il y a des équipes surprises qu'on n'attend pas là, qui sortent un très très gros, et qui se font l'épouvantail. Cette la Champions, c'est compliqué. Et même si on s'en cantonne au top 7, Arsenal, Barça, Liverpool, PSG, Real, Bayern City, juste ce top 7-là, je pense que le niveau de qualité, il a jamais c'est dur à dire, mais rarement été aussi élevé. N'en déplaise à Robert Pires, le niveau du foot en ce moment, c'est assez effrayant. C'est du très 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 haut niveau, ne laissez personne vous dire autrement. Donc, personne ne peut prédire la deuxième étoile, le 30 mai prochain à Budapest. On peut pas dire ça pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont forts quand même. Et ce que je vais dire, c'est qu'à date, si je faisais un power ranking, je les mettrais tout en haut. Ce que j'ai vu contre l'Atalanta, en visionnant le match cet après-midi, dans le premier gros test de la saison, ok, que l'Atalanta d'Ivan Juric, entre guillemets, mais c'est pas non plus le Kairat Almaty. Et ce Paris Saint-Germain se présentait sans Ousmane Dembélé, sans Désiré Doué. Ce qu'on a vu, c'est mieux que ce qu'on a vu il y a un an pile contre Girona. Et les repères collectifs qu'ils ont, pas grand monde les a aussi développés, à part peut-être une équipe. Ça tombe bien, ils les jouent dans 2 semaines. Ça va être incroyable ce Barça-PSG. Je sais pas dans quel stade ça se jouera, mais ça va être assez incroyable. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire sur ce PSG 25-26. Maintenant, regardons quelques images pour quand même nourrir un petit peu plus la réflexion. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien hier soir? Je voulais démarrer par cette petite intro. Si Kfara continue de passer des vitesses, franchement, ce match terrifiant. Et ouais, ils seront peut-être au rendez-vous. On verra. Une saison, c'est long, mais ce que j'ai vu dans ce match, ça m'a fait plaisir de retrouver ça. Quel kiff. Un vieil ami. Le football liquide, la flexibilité positionnelle complète, c'est un vrai bonheur intellectuel de regarder les matchs du PSG, surtout le lendemain, quand je peux faire play-pause sur VLC, tout regarder. Cette action, typiquement, elle commence dans un 4-3-3 normal. Marquinhos, Pacho, la charnière, Mendes, Hakimi, les latéraux, l'entrejeu, Ruiz. Bon, pour le coup, Ruiz plus bas, Vitinha et Neves en tant que 8, Kfara, ailier droit, Barcola, ailier gauche et Seny Mayulu en pointe. Ça commence comme ça. Quand Neves décroche, Mendes pensait venir à la hauteur de Pacho pour aider à la relance. Ok, non. Maintenant que Neves décroche, je vais faire le mouvement inverse, classique. Les appels de ce PSG sont constamment complémentaires. Ils sont devenus des rois de l'occupation des bonnes zones. Ça, ils le font parfaitement. Et 10 secondes plus tard, du coup, on a encore une fois exactement le 4-3-3, mais il y a 2 mecs qui ont échangé de position, Neves et Mendes. On fait que démarrer. Pour l'instant, faut s'accrocher parce que ça fait que démarrer, cette flexibilité positionnelle. Quand Marquinhos joue pour Hakimi, bien sûr, on a quoi? Les appels de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir du champ à l'intérieur. On se souvient le but contre Liverpool à Anfield, on se souvient le but contre Villa, je pense à Villa Park, ou peut-être au Parc des Princes, mais beaucoup de ces mouvements d'inter vers exter pour ouvrir des lignes de passe à l'intérieur. Typiquement, comme ici, pour Hakimi, qui peut servir Mendes. Mendes qui est devenu maintenant un 6. On continue d'avancer dans les rotations. Il est un 6, il va venir décrocher, il va franchir la ligne médiane, pas la ligne médiane, on va dire verticale, l'autre axe, celui qui tranche le terrain en 2 sur la longueur. Il va passer côté droit, quoi. Mayulu, lui aussi, en décrochage, pour compléter les appels de l'intérieur vers l'extérieur de Vitinha et de Ruiz. Hakimi peut servir Mendes, il fait mine de le faire. Il y a tellement de ces petites feintes de passe, légers ajustements de hanches. Vitinha, par exemple,
et je crois qu'il ne peut pas aller dans une direction sans avoir fait mine d'aller dans l'autre avant. Ça rend ce PSG aussi très très dur à presser pour un adversaire. Et les intentions sont constamment masquées, c'est ça que je veux dire. Et du coup, c'est dur de les contrer. Hakimi fait genre qui va servir Mendes. Non, finalement, il va faire une passe longue ligne, comme ça, je pense, pour Kfara. Ça revient. À la fin, ça finit quand même par une chandelle de Marquinhos. Paris Saint-Germain, c'est pas complètement sorti de manière très, très parfaitement propre de cette situation. Mais il gagne le duel aérien, il gagne le second ballon surtout. Au moment où il gagne ce second ballon, il y a 8 joueurs sur le tiers droit du terrain. Pareil, quand on regarde sur la longueur, ce tiers droit, si on regarde l'intersection de la ligne médiane et du cercle médian, il y a à peu près le cercle de l'engagement. Il y a 8 joueurs, les 6 ici, et Marquinhos et Pacho, qui sont juste là, derrière la ligne, sur cette partie droite. Quand Mendes gagne le second ballon, regardez Pacho, l'indication tout de suite, aller chercher l'autre côté. Ce PSG de Luis Enrique, mais ils adorent avoir beaucoup de densité côté ballon. Ça, c'est un des principes qui fait le plus guardiolien classique du Barça de 2009-2010, avec Thierry Henry qui étire le bloc au maximum en étant, comme on dit toujours, crée de la ligne de touche sur les crampons, comme Barcola ici. Quand Mendes gagne ce second ballon, regardez la proximité avec Achraf Hakimi. Les deux latéraux du Paris Saint-Germain sur le papier sont déjà beaucoup plus axiaux que d'autres joueurs. Et surtout, ils sont à 3 mètres, 4 mètres de distance latérale l'un par rapport à l'autre. Mendes qui a été dans un top soir, qui est un top niveau, il a continué lui. Lui, je ne sais pas où il va finir au Ballon d'Or, mais il a continué sa campagne européenne de Champions avec le PSG en ajoutant un sacre en Ligue des Nations en marquant en finale contre l'Espagne. Et ce début de campagne, quel match il a sorti hier, incroyable, insaisissable, des mismatchs complets pour l'Atalanta qui avait aucun répondant, que ce soit, ici je pensais Pasalic, De Roon, il lui a fait un massacre aussi. Je pense Belanova à droite, c'était très difficile aussi. Quand ils accélèrent, ici c'est João Neves qui est servi. Ils décident pas d'aller servir Barcola pour aller jouer potentiellement à 1 contre 1 avec le piston adverse. Plutôt, ils profitent de ce décalage créé pour s'installer dans le camp adverse. Ok, ça va être le moment un petit peu de prendre acte de la situation. Où est-ce qu'on en est par rapport à notre flexibilité positionnelle et nos rotations? L'entrejeu s'est recréé. Vitinha, Neves, Ruiz. Ok, à la rigueur ça va. Mais qui sont les deux joueurs qui épaulent désormais Mayulu plein axe dans les couloirs de jeu, dans les demi-espaces? Hakimi, latéral droit, et Mendes, latéral gauche, qui sont à cette hauteur et qui forment le quintet offensif. Ruiz, João Neves combine, Hakimi plonge. Toujours du mouvement. Ce PSG, ils ne savent pas ne pas bouger. Il faut constamment qu'il y ait du mouvement, au moins un joueur en train de faire un appel, souvent 2, souvent 3. Quand il y en a un, ça en déclenche un deuxième, c'est les dominos. Hakimi va dans la profondeur, ok, forcément du coup, rotation, Mayulu doit aller prendre sa place. Il décroche, et il décroche de manière excentrée dans le demi-espace ici. Et donc, au bout de cette action, qu'on a commencé dans le 4-3-3 classique, statique, feuille de match Canal+, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, on termine sur un 3-2-5, avec les deux joueurs axiaux les plus avancés, qui sont tes deux latéraux, Hakimi et Mendes. Tout ça, ça peut sembler une redite par rapport à la saison dernière. C'est une redite par rapport à la saison dernière. C'est pas grand-chose de plus qu'on disait déjà en janvier, en février, de ce PSG qui était en train de trouver son rythme de croisière sous Luis Enrique, qui avait trouvé son 11 déjà, ça aide. C'est pas grand-chose de différent. C'est la même chose. Il y a peu d'équipes qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Et même si c'est la même chose, ça va être très très fort cette saison. C'est pour ça que ce PSG, je pense, a tellement d'avance dans son logiciel tactique par rapport aux autres. C'est tellement bien fait. Et en plus, il y a des performances individuelles tellement élevées. Je vois pas de raison de ne pas les considérer comme étant absolument les prétendants numéro 1 à ce stade, au 18 septembre. Quand il y a du jeu négatif pour Marquinhos dans ce 3-2-5, quelle est l'idée? L'idée maintenant, c'est qu'avec Mendes, en tant qu'avant-centre quasi, il y a une lueur qui s'allume dans le regard de Marquinhos. Il sait que maintenant il y a ce ballon à mettre dans le dos. Mendes est servi. Ça me rappelle quand, je pense que c'était preview de Bayern PSG, peut-être PSG Bayern, le retour, j'ai envie de dire époque Christophe Galtier, où Mbappé était blessé, et on disait, peut-être c'était l'aller, et on disait, je pense que c'était l'aller, et on disait Mbappé blessé, et quelle pourrait être une solution tactique de ce Paris Saint-Germain, et on avait dit Mendes ailier.
Mendes, le seul qui était capable dans cet effectif à l'époque d'étirer la ligne, d'être menaçant en transition, peut-être la solution, c'est le mettre plus haut et de faire de lui la solution numéro 1 offensive de ce PSG. Quelques années plus tard, on le retrouve même pas ailier, avant-centre sur plusieurs phases. C'est aller encore plus loin que ça, mais effectivement, un Mendes lancé dans le dos, il peut déclencher comme ça, il bat son vis-à-vis sur 3 mètres, il y a quasiment personne dans le monde du foot qui est aussi rapide que lui. On va le voir dans quelques images avec un contre 1 dévastateur face à Martin de Roon. Et ici, il fait mal et il faut un super arrêt de Carnesecchi pour empêcher Mendes de porter le score à 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Parce que Paris a déjà marqué un but à ce stade du match. On va en reparler. Ça a dû plaire à Enrique qui était dans les tribunes, qui avait donc sur son MacBook le sticker étoile parisienne, étoile Tour Eiffel de la Champions. Il va redescendre bord terrain en seconde période, on le voit ici bien sûr, fracture de la clavicule, accident de vélo, si je dis pas de bêtises, mais là on a profité pour faire le coach de NFL ou de rugby, se mettre très haut et avoir une vision plus panoramique du jeu. Cette caméra au Parc des Princes nous l'a offert aussi, franchement toujours un régal de voir les matchs au parc à la télé parce que tu vois beaucoup de choses, et on voit encore une fois ce 4-3-3 formé, le classique, celui qu'on voit sur la compo, l'entrejeu normal. Ah non, parce que comme quasiment à chaque séquence du Paris Saint-Germain dans chaque match de la saison, tu peux faire pause et ça va être très très rare de revoir la compo que tu as vue début de match. Ici en fait, dans ce 4-3-3, le normal, le classique, rotation de Mayulu qui a pris la place de Ruiz, Ruiz a pris la place de Mendes, Mendes a pris la place de Ruiz. Les trois ont échangé, ce football est tellement flexible positionnellement et ces mecs-là, ils lisent la partition à merveille. Ils n'ont rien oublié du grand livre de Luis Enrique. Ils connaissent tous les chapitres. Et on l'a vu tout au long de cette première mi-temps, notamment tout au long du match. Après, avec des entrants, ça change un petit peu. Il y a même un nouveau système qui est utilisé en fin de seconde période avec l'entrée de Zabarni. Paris Saint-Germain passe un petit peu à 3, mais vraiment à 3, avec Barcola un peu en piston. C'était intéressant. Mais en fait, toute tentative de poser des idées tactiques statiques sur ce PSG, dire ils sont comme ça, ils jouent comme ça, en utilisant des nombres. Le Paris Saint-Germain joue en 4-3-3, le Paris Saint-Germain joue en 3-2-5, le Paris Saint-Germain joue en XXX. En vrai, ça n'a pas beaucoup de sens, ce PSG, et dépasse grosso modo le paradigme, et même ce paradigme de toute manière, quoi, avec et sans ballon, c'est pas les mêmes compos, etc. Il n'y a rien de plus ridicule qu'au bout de 10 secondes dire ah ouais, on voit qu'en fait il joue effectivement en 4-4-2. Ouais, sans ballon, ouais, mais avec comment. Et le PSG, même tout court, dur de se prononcer. Il y a juste beaucoup de mouvements, il y a juste tout le temps une volonté d'aller chercher les zones, d'attirer, d'aspirer des joueurs dans des zones pour en libérer d'autres, comme ce que fait ici Hakimi, dans un rôle, on dirait que c'est le numéro 10 d'un 4-2-3-1 quasi. Il y a le décrochage de Fabien Ruiz, là, il va être servi par Vitinha. Il éclaire la solution. Vitinha, je pense, en avait pas besoin, et il envoie le ballon de renversement parfait au-dessus, 2 lignes de l'Atalanta brisées, et une situation très dangereuse. Ruiz, ce focus est l'occasion de dire qu'il a fait un top match. Il est trop fort. Kfara a été énorme. Hakimi a été énorme. Quand Ruiz, Kfara et Achraf combinent dans des triangles comme ça côté droit, c'est un enfer pour les défenses. Ils sont insaisissables. Kfara, souvent des percées comme ça, mais en plus, quand lui perce balle au pied et qu'il peut y avoir Achraf dans la profondeur, dans le dos de la ligne, on dirait que c'est Fruit Ninja. On dirait que tu es en train de couper des pastèques avec un sabre laser. Ils sont tellement des lames aiguisées, tranchantes. Ils font ce qu'ils veulent d'une défense et la taille en pièces. Hakimi dans le dos. Ballon en retrait pour Barcola. Pareil, 8e minute de jeu. Énorme occasion de doubler la mise. Et il faut un arrêt splendide de Carnesecchi pour empêcher le PSG, honnêtement, d'être à 5-0 à la demi-heure. Ça aurait totalement pu être le cas. Ils ont eu des méga occasions qu'ils n'ont pas converties. C'est encore, c'est fou de dire ça dans un match qui gagne 4-0, c'est encore un des axes d'amélioration de ce Paris Saint-Germain. Ils ont tellement de grandes occasions générées qu'ils pourraient faire creuser l'écart plus rapidement encore. Ouais, Fabien Ruiz a fait un top match quand ici il progresse le jeu avec une passe qui casse 2 lignes. Bon, à la rigueur, c'est une classique Ruiz, mais sur le renversement ensuite de Mayulu, autre côté pour Kfara, qu'est-ce que j'aime ? Les projections. Hakimi, Fabian ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Cette ligne de l'Atalanta, elle est un petit peu statique. Elle voit cette séquence comme peut-être un jeu de conservation standard. Il ne va pas forcément y avoir de danger parce que où est le 9 ?
Il n'y a pas de neuf. Il y a 2 lames qui arrivent ici. Attention à les suivre, parce que si Mayulu ralentit, regardez là, ça c'est beau quand même. Alors, c'est pas non plus du Kandinsky, mais Mayulu et Hakimi, la différence dans l'attitude, là, c'est une vraie séquence, c'est une vraie capture. Parce que dans ce PSG, les déplacements sont tellement complémentaires. Hakimi dans le dos, il sait exactement où il faut aller. Kfara envoie un ballon splendide, pour Fabian cette fois. Fabian dans le dos, pas hors jeu. Hakimi fait l'appel complémentaire parce qu'il va venir épauler Fabian Ruiz, mais de l'extérieur vers l'intérieur, désormais, courber sa course pour être axial. Et alors Ruiz, cette déviation, j'ai regardé la séquence 10 fois. 10 fois, je le vois pas lever la tête pour voir Achraf. Il sait juste qu'il va être là. Et il lui transmet d'une talonnade magique. Personne à l'Atalanta s'attend à ce geste. Pareil, il faut un énorme arrêt de Karnesecki. Toutes les actions là qu'on montre, on est encore à la 10e minute de jeu. Hein. On est encore à la 10e, il faut un méga arrêt de Karnesecki. Il aurait pu avoir 3-0 au bout de 10 minutes, sans aucun problème. Ruiz a été immense. Le premier but de ce match, il vient de la pression, on n'en a quasiment pas parlé, c'était à peine un thème du match, tellement le PSG a eu la maîtrise, la mainmise et était dangereux sur tout. Donc effectivement, ils ont récupéré des ballons grâce à la pression, typiquement Marquinhos ici dans les 30 mètres, du football total, effectivement, parce que quand ton central gagne des ballons à 25 mètres et qu'ensuite il se projette, qu'il est servi là par Ruiz et qu'il finit dans les 5 mètres, quand j'ai vu Marquinhos, hier, on regardait plutôt Liverpool-Atleti et je vois Marquinhos sur faute mob, 3e minute. Je me dis, bon, corner, quoi. Il a marqué sur corner. Non, il n'a pas marqué sur corner. Il a marqué sur un ballon qu'il a gagné lui-même avec de la pression dans les 30 mètres. Et à la 3e minute de jeu, c'est donc lui, le capitaine du PSG, qui ouvre le score. Incroyable. Mendes, injouable. Ici, face à Kosunu, il est trop fort. Mayulu, intéressant dans le jeu de remise-déviation, totalement soluble dans ce foot liquide, il comprend les appels, il comprend ce qu'il faut faire, le positionnement est très bon, je trouve qu'il y a une vraie maturité tactique. Après, dommage, ici sur cette action, un petit but, ça lui aurait fait du bien. Mais Mendes, beaucoup trop fort. Quand il est touché là, ok, on est sur la base de la construction, De Roon se dit, bon bah, peut-être c'est à moi de sortir sur Mendes. Allez, bah vas-y, j'y vais. Mendes l'attend. C'est quoi plus que dévorer? Il l'aspire, il le boit à la paille, il le démolit, une touche. Et regardez derrière la position sprinter. Pouah, incroyable. Mismatch complet, mismatch exploité. La puissance athlétique, l'accélération de Mendes, on la connaît. La vision pour exploiter les mismatchs, ok, c'est De Roon. C'est pas le mec le plus rapide. En une touche à l'intérieur, il y a assez d'espace pour le déposer, pour accélérer. C'est assez impressionnant. Il sert ensuite Mayulu qui laisse filer, il pense qu'il y a quelqu'un dans le dos. Non. Bon, là, tu vois que c'est pas un neuf. Il était très intéressant dans le décrochage, les jeux de remise en tant que faux neuf, en tant que 9-9. Non, ça c'est pas un geste de neuf. À l'entrée de la surface, t'es servi comme ça sur une passe oblique et t'as l'occasion de contrôler sur ton pied droit. C'est pas tout à fait un geste de neuf, ça. Mais on lui en veut pas. Et sinon, Mendes, sur la continuité de cette action, là on est à 16-20, il vient de faire cette passe, ça va sortir en touche. La touche, l'Atalanta s'en sort. Marquinhos s'est battu. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui apparaît en bas de l'écran? Je m'attendais à tout le monde sauf à lui. C'est pas son côté, il était impliqué sur l'action offensive il y a 20 secondes, mais c'est lui qui fait le retour là et qui empêche Maldini de progresser. Quel monstre et quel match de monstre. Il a été absolument injouable. Comme lui, le démon géorgien, Kvaratskhelia, quelle rencontre à l'intérieur, les successions de dribbles qu'il a passées, il y avait des moments, ça avait de quoi te dégoûter si tu es en face, il était insaisissable, des images qui rappellent quelques grandes images de la photographie footballistique, magnifique, entre 3, entre 4, et quand il est servi ici, dos au jeu, à 40 mètres du but, et que sans toucher le ballon, il se met dans le sens du but, accélère à l'intérieur, dépose 2 mecs et il va finir d'une frappe extérieure de surface, c'est un geste de génie. C'est un geste de génie. C'est un but qui me fait penser que ce mec, à 24 ans, c'est jeune, 24 ans, il a peut-être encore une vitesse à passer. Ça fait que 6 mois que le mec est au PSG, bon 9 maintenant, mais une demi-saison de compétition. Le mec a peut-être encore des vitesses à passer. Et s'il passe ses vitesses à Paris,
cette équipe va continuer d'être terrifiante. Et après, sur le jeu positionnel, il y avait des moments où, ok, cette Atalanta, elle avait l'ambition d'être haute, donc elle laissait beaucoup d'espace, elle défendait mal, mais il y avait des moments où c'était même juste, il n'y avait pas besoin de grand-chose, entre guillemets. Pacho appuie sur Barcola, Neves fait juste la bonne petite course sur 3 mètres de largeur pour servir ensuite Ruiz. Ruiz, la déviation, il était dans un grand soir. Tout ce qu'il faisait, il transformait tout en or. La déviation pour Barcola dans la profondeur. Ce genre de situation, ouais, c'est très très bon. Le Paris Saint-Germain a même réussi ses engagements. On abuse un peu parce que Vitinha, en plus, on a raté en Ligue 1 il n'y a pas longtemps qu'il a envoyé direct en 6 mètres. Ça l'a dégoûté, mais on sait l'ambition du PSG pressée sur les engagements. Celui-là, il l'a envoyé assez hardcore. Hein. Le positionnement, je pense, ça termine. On dirait un drive de golf qui termine presque un hole-in-one. Ça termine à genre 20 cm du poteau de corner. Magnifique. Un détail n'est pas un détail, ce 3e but de Nuno Mendes qui est servi par Barcola là et qui fait la misère à son vis-à-vis. Je trouve que Mendes a tellement épuré son jeu, toutes ses touches sont bonnes. Il y a une justesse technique maintenant dans Mendes qui est prime. C'est le meilleur latéral gauche du monde, sans aucun doute possible. Et ce qui fait la combinaison sur le côté, on l'a vu faire déjà la saison dernière. À des trucs comme ça. Ça me rappelle le but qu'il marque contre... C'est quoi le but? C'est le 3-1 contre Aston Villa. Match aller au Parc des Princes, de quart de finale, où il termine avec son pied droit après avoir éliminé Emiliano Martinez. Ici, très très bon enchaînement dans la surface. Il conclut. Carnesecchi doit mieux faire, mais Carnesecchi en vrai a fait un top match. Ça aurait pu être plus sans un bon Carnesecchi dans les buts. Ruiz, Mendes, Kfara ont tous répondu présent, même en l'absence de Dembélé et de Doué. Cette équipe a été injouable. Et les seuls problèmes du PSG pour moi dans ce match, la blessure de João Neves. 56e minute, il se tient derrière la jambe gauche, il a vraiment une grimace, et Vitinha indique aux soigneurs que ouais, il y a eu un truc ischio-jambier. Donc attention, faudra suivre, parce que si le PSG va à Barcelone sans Dembélé, sans Doué, mais maintenant sans João Neves, là ça commence à faire beaucoup. Parce que si ce PSG a autant de certitude dans son logiciel tactique, il y a une autre équipe en Europe qui l'a. Les autres sont encore en reconstruction, en formation ou en recherche de repères. Barça, pas de problème. Ils sont plus friables défensivement, mais ils ont une avalanche offensive qui est incontrôlable pour n'importe quelle équipe en face. Et eux, pour le coup, pareil, le grand livre, ils le connaissent sur le bout des doigts. Le grand livre de Flick, tout le monde le maîtrise au Barça. Donc c'est ça qui va être incroyable dans ce match. 2 projets tactiques d'une maturité telle, après seulement 1 an de leur coach. Luis Enrique, c'est sa 3e année. Mais en tout cas pour Flick, après seulement 1 an. Incroyable. Mais s'ils y vont sans João Neves, ça peut être difficile. C'est pas un grand problème, mais Barcola qui rate son penalty en le tirant très mal, je sais pas s'il va en tirer beaucoup d'autres. Et c'est pas un problème du tout que Gonzalo Ramos marque le 4-0. Peut-être le problème pour lui, c'est qu'il rentre seulement en seconde période. Dans ce match, en les absences de Dembélé et de Doué, Luis Enrique a choisi quand même de titulariser Seny Mayulu à sa place. Intéressant pour lui donner des minutes et pour le faire croître. Mayulu, on en a parlé comme un des joueurs, sinon le joueur pivot peut-être de la saison du PSG, qui a besoin de faire passer son effectif à 14-15 joueurs à niveau Champions, plutôt que d'en avoir grosso modo 12 et d'avoir des joueurs Ligue 1, comme c'était le cas de Zaïre Emery, de Kang In-lee, qui ont joué genre 30 matchs en Ligue 1 la saison dernière, mais pas une seule titularisation sur la phase élimination-retour de Champions. Ça aussi, peut-être c'est un problème de ce PSG qui, au mercato, s'est laissé des cartouches pour le mercato suivant, peut-être en mode Liverpool de 24-25 à 25-26. Mais actuellement, l'effectif, il n'est pas aussi long que d'autres gros, notamment ceux dont on a discuté tout à l'heure. Et Gonzalo Ramos, il a raté aussi des situations, le but lui fait du bien, mais bon, ça se voit qu'il n'est pas dans l'esprit de Luis Enrique. Il est encore plus bas, peut-être donc, qu'un Seny Mayulu, qui est pourtant pas un 9. Mais qui a fait un match, comme on a dit, riche de choses, sauf dans les choses du 9, et le PSG a fait un match riche dans l'ensemble. Les repères collectifs qu'ils ont, personne en Europe les a aussi développés que leur adversaire du mercredi 1er octobre. Ça va être incroyable ce match. En attendant, cette J1 de LDC n'est pas finie. On se retrouve ce soir pour le débrief de City-Naples et peut-être demain pour Newcastle-Barça si ça a été un bon match et qu'il y a des choses à en dire. Lundi, c'est Ballon d'Or, donc d'ici là, j'aimerais vous faire peut-être mon top 10 du Ballon d'Or. Ça nous permet de faire un dernier récap sur cette saison 24-25.
Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. J'espère qu'elles vous plaisent. Moi, ça me plaît. Je pense que ça s'est vu dans celle-ci. La passion, elle est plus qu'intacte. Elle est encore en croissance. Ce qui semble... je ne sais pas comment c'est possible. Ça fait 23 ans que je regarde des matchs de foot. Ça fait 8 ans sur la chaîne. On les a fêtés il y a 2 semaines en septembre. Et pourtant, j'ai jamais autant aimé le foot qu'aujourd'hui. 18 septembre, 16h30. C'est un vrai kiff. Merci d'être là pour vivre la passion avec moi. Et retrouvons-nous très très vite, dans quelques heures, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potes, et à bientôt.